Les éperviers du Togo ont enfin remporté une victoire après 2 ans. Que dire de la double confrontation face au Congo-Brazzaville dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022? On analyse tout cela dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Quelques jours après la victoire des éperviers du Togo à Brazzaville et le match nul également à Lomé, on a maintenant le temps de pouvoir analyser tranquillement, sans émotion, sans état d'âme, toute cette double confrontation qui a permis aux éperviers de quitter la dernière place pour la deuxième place du groupe H. Et pour commencer, c'est déjà le point positif. Sur le plan comptable, on se rend compte que cette double confrontation a permis aux éperviers d'abord de marquer leur premier point à Lomé et puis de gagner leur première victoire dans ces éliminatoires à Brazzaville, à l'extérieur. Et comme vous-même vous le savez, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est parti, ça fait déjà 2 ans que les éperviers n'ont pas gagné à l'extérieur. La dernière victoire à l'extérieur, c'était le 1-0 en Gambie. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même être un peu plus heureux et content sur le plan comptable et de la réussite de quelques hommes qui ont permis aux éperviers de Togo de pouvoir vraiment réussir cette double confrontation. Pour moi, ça a été une réussite sur le plan comptable. Maintenant, dans le fond, il y a beaucoup de choses à dire. Sur le plan comptable et sur le plan personnel, je pense que cette double confrontation a permis de voir encore plus l'efficacité de Plaka Fessou qui a marqué à Lomé et qui a marqué également à Brazzaville, fait partie de ces hommes qui ont porté la sélection sur cette double confrontation. On a vu également l'expérience de Alexis Romao qui, malgré le but contre son camp inscrit de façon bizarre à Lomé, a réussi vraiment à être l'homme, le patron de cette confrontation à Brazzaville. Une rencontre même qui, normalement, était prévue pour être tendue parce qu'au vu de la fin du match très agité à Lomé, heureusement que les Congolais ont été professionnels, ont été sérieux dans la gestion de ce match retour. Sinon, ailleurs, on allait entendre des complications par rapport à l'accueil des éperviers et tout cela, mais ça n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, Paulo Duarte peut être satisfait sur le plan comptable d'avoir arraché déjà un premier point et d'avoir arraché vraiment cette victoire qui peut le motiver, qui peut lui permettre vraiment de pouvoir se dire « Ok, maintenant je suis assis, je peux me concentrer sur le travail. » Alors, au-delà de cette satisfaction, il y a quand même des choses à redire. Quand tu regardes un peu le 11 de départ du match retour, tu te rends compte que quand tu ne t'informes pas de trop rapidement, tu vas te poser assez de questions par rapport à la non-titularisation de l'attaquant habituel, Laba Fodo, qui a disputé tout le match de Lomé avec Njen, qui est sorti sur blessure et qui n'a pas été vraiment utilisé au match retour. Parce qu'il faudrait mieux avoir un Laba à 100% qu'un Laba diminué complètement à 25 ou à 50%. Il vaut mieux le voir un peu plus en forme et un peu plus en confiance. Maintenant, il faut savoir quels sont les aspects, quels sont les autres condiments qu'il faut mettre à la sauce pour permettre à toute cette équipe, surtout aux velléités offensives, au-delà de là-bas, de tous les autres également, de pouvoir être efficace. On n'a pas compris complètement la non-utilisation de Denke Kevin, de Ouragoro Ismaël au match aller. Ces joueurs qui peuvent peser sur la rencontre. Mais je pense qu'en termes de choix, tu ne peux pas mettre sur le banc un joueur qui a l'expérience de la Ligue 1, qui est en compétition et qui est titulaire en Belgique en première division. Tu ne peux pas le mettre sur le banc et mettre un autre joueur qui n'évolue pas dans un championnat. Ça peut frustrer, ça peut créer des idées reçues et comme on le dit, c'est une question de confiance qui doit permettre aux joueurs. Parce que demain, peut-être,
il va simuler une blessure pour dire « je ne viens pas parce qu'à chaque fois que je viens, je cire le banc ». Il en soit, au match retour, on a vu l'efficacité de Duncan Kevin qui est rentré à la 66e minute, mais qui, juste 10 minutes pratiquement après, a réussi à marquer un but. Vraiment, j'ai aimé le commentateur anglais qui illustrait clairement le sens de ce but. Il disait que le joueur, même dos tourné, il savait où la balle partait, il savait quel était son objectif. Ça montre clairement la qualité de ce joueur et je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse faire confiance à certains de nos jeunes pour leur permettre vraiment d'étaler toute leur qualité et tout cela. Il y a eu quand même l'utilisation de Ouro Agoro Ismaël au match retour, sauf que je me dis avec 10 minutes, il n'a vraiment pas eu l'occasion de montrer ce dont il est capable. Et encore plus sur un côté qui n'était pas son côté de prédilection. Mais l'explication du sélectionneur au match aller, à la fin du match aller, où il estimait que le joueur avait pris du volume ou de la forme, je pense que c'était une fausse raison pour pouvoir justifier la non-utilisation du joueur. Le Togo est deuxième, mais après tout, il y a beaucoup de choses à régler. Comment pouvoir vraiment sélectionner des joueurs qui peuvent être autant utiles? Comment pouvoir sélectionner des joueurs qui pourront vraiment aider la sélection et non faire venir des joueurs, l'exemple de Batraoré, qui n'a pas été utilisé au match aller, qui n'a pas été également et qui n'a pas fait le déplacement de Brazzaville. On nous estime qu'il n'est pas encore prêt administrativement, mais j'estime que ça a été vraiment un gâchis, une dépense inutile parce qu'à un certain moment, quand on veut sélectionner un joueur, il faudrait qu'on soit sûr de toutes les conditions. Il faudrait qu'on soit sûr qu'il répond à toutes les conditions. S'il y a possibilité de pouvoir le faire voyager, le faire des procédures administratives avant même la sortie de la liste, il faudrait faire cela pour éviter de gâcher une place, parce que moi j'estime que la place de Batraoré pouvait être utilisée par un autre joueur qui peut-être avait la chance d'être utilisé tout au long de ces deux rencontres. Et ce message s'adapte également à tous ces jeunes joueurs, tous ces jeunes binationaux qu'on est en train de solliciter. Quand vous avez l'accord, l'aval d'un joueur, vérifiez véritablement qu'il a tout ce qu'il y a pour lui permettre de pouvoir porter les couleurs de façon directe de sa sélection. L'exemple au niveau du Sénégal de Bouna-Sarr, je reviendrai forcément sur la sélection du Sénégal, celle de l'Algérie, du Burkina Faso dans les prochaines journées, mais j'estime qu'à un certain moment, il faudrait que certaines erreurs puissent s'arrêter. J'ai eu comme l'impression, tout au long de cette double confrontation, que le sélectionneur, il a des idées, il a des objectifs, il a des projets, mais que forcément, entre ce qu'il dit devant les médias, ce qu'il dit devant la presse et ce qu'on voit sur le terrain, parfois il y a le jour et la nuit. Quand il nous dit qu'il a envie d'une sélection qui presse, au match aller, on n'a pratiquement pas vu. Maintenant, au match retour, je me pose à cette question, est-ce que c'était la faiblesse du Congo ou bien forcément qu'on a vraiment relevé les niveaux? Il faut être quand même honnête pour dire que cette jeune formation des éperviers au match retour a joué très libéré. Maintenant, il faut qu'on puisse travailler sur comment presser, comment pouvoir être réaliste également devant les buts parce que Thibaut Kidje a raté beaucoup d'occasions, surtout en première période à Brazzaville, et ça ne permet pas vraiment d'aider la sélection togolaise. On connaît toute la qualité du jeune joueur, on verra comment il pourra aider dans l'avenir cette sélection, mais il faut être honnête pour dire qu'il a raté plusieurs occasions en début de rencontre, sans toutefois que cela puisse diminuer sa qualité qu'on connaît. Le Togo qui est désormais deuxième du groupe H, même s'il n'y a plus d'espoir de qualification pour le mondial, j'avais relevé tout cela ici et les gens m'avaient traité d'antipatriotique, mais c'était une réalité. On est en face d'une nouvelle formation, on ne peut pas forcément rêver encore. On est en face d'un sélectionneur qui découvre ses joueurs, qui est venu avec une liste, moi je le dis,
où il connaissait pratiquement pas les joueurs. Il a estimé qu'il a regardé les matchs, mais je me pose beaucoup de questions si vraiment il a tout regardé. Et puis ensuite, on est en face d'une formation ou de jeunes joueurs qui doivent prendre du temps de se connaître. Ensuite, il y a également beaucoup de contours, beaucoup de travail à faire autour pour permettre vraiment à cette sélection de pouvoir prendre du volume. Et quand même, on avait en face un gros Sénégal qui a des joueurs vraiment de qualité dans tous les compartiments et il n'y avait pas pratiquement d'espoir. Mais l'espoir, c'est pour l'avenir. L'espoir, c'est pour les semaines à venir, c'est pour les mois à venir, c'est pour les prochaines années. C'est pour cela qu'on souhaite que tout soit fait dans le respect, vraiment dans le professionnalisme, pour permettre vraiment l'engouement derrière cette équipe, pour permettre également à ces joueurs de se sentir concernés. Quel est ton avis par rapport à cette double confrontation? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à partager tous ces sujets. À la prochaine.